J'étais à quelques jours de finaliser une adoption quand la mère biologique a fait une confession qui m'a fait ne plus vouloir l'enfant. C'était un moment très attendu. Mon mari et moi essayons d'avoir un enfant depuis 4 ans sans succès. Après plusieurs tentatives infructueuses de FIV, nous avons décidé d'explorer l'adoption. 6 mois plus tard, l'agence nous a contactés pour nous dire qu'une mère biologique voulait nous rencontrer. Elle s'appelait Chloé, avait 22 ans et était enceinte de 6 mois. On s'est retrouvés dans une petite salle de réunion. Elle était mince, douce, avec de longs cheveux bruns. Je veux que mon bébé ait une vie meilleure que celle que je peux lui offrir, a-t-elle murmuré. En voyant notre profil, elle a su que nous étions la bonne famille. J'ai commencé à pleurer. Mon mari lui a posé des questions sur sa santé et sa grossesse, et elle a tout répondu honnêtement. Avant de partir, elle m'a regardée et a dit « J'ai un bon pressentiment à propos de ça ». Je lui ai dit que nous aussi. 2 semaines plus tard, Chloé m'a demandé si je voulais l'accompagner à sa prochaine échographie. Je l'ai retrouvée à l'hôpital, et nous avons tenu la main l'une de l'autre pendant que le technicien nous montrait le bébé à l'écran. « C'est un garçon », a dit le technicien. Chloé avait les larmes aux yeux. Après l'échographie, on est allé déjeuner, et elle m'a raconté son enfance dans une petite ville. « Tu as de la famille près d'ici ?» lui ai-je demandé. Elle a baissé les yeux. « Pas vraiment. C'est un peu juste moi maintenant. » Après ça, on a commencé à échanger des messages tous les jours. Elle m'envoyait des nouvelles, et je lui montrais les photos de la chambre de bébé que nous préparions. Un après-midi, elle a voulu venir la voir en personne. Elle est venue ce week-end-là, a touché chaque objet dans la pièce en disant « C'est parfait, il va être si heureux ici ». Mon mari est rentré et on a dîné ensemble. Chloé a parlé de sa passion pour la peinture et de son envie de retourner à l'école. Mon mari a doucement demandé des nouvelles du père du bébé. Chloé s'est tendue. Il n'est pas là, c'est compliqué. On n'a plus abordé le sujet. Au fil des mois, Chloé venait chez nous 2 fois par semaine, aidant à choisir les couleurs de la chambre et à décorer. Un jour, tout en pliant des bodys, elle a dit « Je veux rester en contact après sa naissance. Je veux faire partie de sa vie si ça te va ». Je lui ai dit que c'était bien sûr d'accord. « Tu es de la famille maintenant », ai-je ajouté. Elle a pleuré et m'a serré dans ses bras. À 8 mois, je l'aimais comme une sœur. Quand elle a été à 9 mois, j'ai organisé une petite fête pour elle avec quelques amis. Elle était submergée par les cadeaux et répétait à quel point c'était généreux. Après le départ des invités, elle m'a aidé à ranger. Je peux te dire quelque chose, j'ai vraiment peur de l'accouchement. Je lui ai répondu que je serais là tout le temps si elle le voulait. Elle a hoché la tête, reconnaissante. 5 jours avant son terme, elle m'a demandé de la rencontrer en tête à tête. J'ai quelque chose à te dire avant que le bébé arrive. Je l'ai retrouvée dans un parc. Elle semblait plus nerveuse que jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé va bien? Ai-je demandé. Elle a confirmé, mais son expression était grave. Elle a commencé à se tordre les mains. Je dois te dire la vérité sur son père. Tu mérites de le savoir avant que l'adoption ne soit finalisée. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée si elle n'était pas prête, mais elle a secoué la tête. Non, je dois le dire. Le père, c'est mon frère biologique. Je l'ai regardée abasourdie. Elle a expliqué qu'ils avaient grandi ensemble et avaient développé des sentiments inappropriés. On a essayé de s'en séparer, mais on n'a pas pu. Elle était en larmes. Je sais que c'est mal, que les gens vont trouver ça dégoûtant, mais c'est ma seule famille et je l'aime. Quand j'ai appris ma grossesse, on a compris qu'on ne pouvait pas garder le bébé à cause de tout ça. Je voulais juste que tu saches la vérité avant que tu ne le ramènes chez toi. J'étais là, sans voix, réalisant qu'on venait peu être de faire la plus grosse erreur de nos vies. J'étais là, sans voix, réalisant qu'on venait peu être de faire la plus grosse erreur de nos vies. Je ne pouvais pas bouger. Mon corps semblait être fait de pierre, assise sur ce banc du parc. Chloé continuait à parler, mais je n'entendais plus ses mots à cause du bourdonnement dans mes oreilles. Elle a tendu la main vers moi, mais je me suis reculée comme si elle m'avait brûlée. Elle pleurait maintenant, s'excusant encore et encore. Je me suis levée sans la regarder et j'ai marché vers ma voiture. Elle m'a appelée, mais je ne me suis pas retournée. Je suis montée et j'ai commencé à conduire. Mes mains agrippaient le volant si fort qu'elle me faisait mal. Le trajet jusqu'à la maison a duré 10 à 8 minutes, mais je ne m'en souviens pas. Je fixais simplement la route devant moi. Quand j'ai garé la voiture dans l'allée, celle de mon mari était déjà là. Je suis restée quelques minutes dans ma voiture, essayant de trouver comment dire cela à voix haute. J'ai marché à l'intérieur, et il était dans la cuisine en train de préparer le dîner. En me voyant, son sourire a disparu. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, et je suis restée là, sans bouger. Il s'est approché, a mis ses mains sur mes épaules et a redemandé. Je lui ai dit qu'on devait s'asseoir. On s'est installé à la table de la cuisine, et j'ai dû me forcer à dire les mots. Le père du bébé est le frère de Chloé, son frère biologique. Ils sont ensemble depuis 3 ans. Mon mari m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Il m'a demandé de répéter. J'ai répété, regardant son visage se figer. On est restés là, l'un en face de l'autre, sans savoir quoi dire. L'horloge au mur continuait de faire tic-tac. Finalement, mon mari a dit qu'on devait se retirer tout de suite. Il a dit que c'était trop et que ce n'était pas ce qu'on avait convenu. Je me suis entendue défendre Chloé, même si j'avais mal au cœur. J'ai dit qu'au moins elle avait été honnête avec nous. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Il a dit qu'honnête aurait été de nous le dire des mois auparavant. J'ai dit qu'elle devait probablement avoir peur. Il m'a demandé si j'étais sérieuse. Je ne savais pas si je l'étais. On a commencé à se renvoyer la balle, ce qui a semblé durer des heures. Il répétait que le bébé pourrait avoir des problèmes et qu'on n'avait pas signé pour ça. J'ai insisté qu'on ne pouvait pas simplement les abandonner maintenant. Aucun de nous n'écoutait vraiment l'autre. On était tous les deux si fatigués. Vers minuit, il a dit qu'il ne pouvait plus continuer ce soir-là et qu'il allait se coucher. Je suis restée à la table de la cuisine. Plus tard, je suis montée, mais je ne pouvais pas aller dans notre chambre. Je suis allée dans la chambre de bébé à la place. Je me suis allongée par terre et j'ai fixé le plafond. Le mobile en forme d'éléphant que nous avions suspendu ensemble le mois dernier tournait lentement sous le ventilateur. On avait passé tellement de temps dans cette pièce à la rendre parfaite. Le lit était prêt, la table à langer était bien remplie, le placard était plein de petits vêtements. Un petit garçon était censé dormir ici dans moins d'une semaine, notre fils. Sauf qu'à présent, je ne savais pas si je pouvais faire ça. Je ne savais plus rien. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Je n'avais pas vraiment dormi. Mon mari était toujours au lit, alors je suis descendue et j'ai préparé du café avec des mains tremblantes. J'ai trouvé le numéro de l'agence d'adoption dans mon téléphone. J'ai appelé dès qu'ils ont ouvert à 9 heures. La réceptionniste a répondu et j'ai demandé Kylie. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Elle m'a demandé si tout allait bien et j'ai dit que je devais parler à Kylie tout de suite. Elle m'a mise en attente. Kylie a décroché 1 minute plus tard. Je lui ai dit qu'on avait besoin d'une réunion d'urgence parce que Chloé nous avait dit quelque chose d'important. Kylie a demandé si le bébé allait
allait bien, et j'ai répondu que oui, mais que c'était à propos de quelque chose d'autre. Elle a dû entendre quelque chose dans ma voix, car elle a dit qu'elle pouvait nous voir cet après-midi à 14h. Je l'ai remerciée, et j'ai raccroché. Mon mari est descendu et m'a demandé si c'était l'agence. J'ai hoché la tête et lui ai dit qu'on avait une réunion à 14h. Il a versé du café, et on s'est assis de nouveau à la table, sans parler. On a conduit jusqu'à l'agence dans des voitures séparées, parce que mon mari devait retourner au travail après. Kylie nous a rencontrés dans le hall et nous a conduits à son bureau. On s'est assis dans les mêmes chaises où on s'était déjà assis tant de fois à parler des prénoms et des couleurs de la chambre. Cette fois, c'était complètement différent. Kylie était assise en face de nous avec son carnet et a demandé ce qui se passait. J'ai regardé mon mari et il m'a regardé. Je me suis forcée à le dire. Chloé nous a dit que le père du bébé est son frère biologique. Ils sont en couple. Le stylo de Kylie s'est arrêté. Son visage est resté calme, mais j'ai vu ses yeux s'élargir. Elle nous a demandé de lui dire exactement ce que Chloé avait dit. Mon mari a expliqué cette fois. Kylie a écouté sans interrompre. Quand il a terminé, elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit qu'en 15 ans de travail dans ce domaine, elle n'avait jamais traité quelque chose comme ça auparavant. Elle a dit qu'elle devait parler à son superviseur, Neil, avant de pouvoir nous conseiller sur la suite. Elle nous a demandé comment on se sentait, et j'ai presque ri, parce que rien dans cette situation n'était correct. Kylie a demandé ce qu'on ressentait à ce moment-là. Je me suis rendu compte que je ne savais même pas comment répondre à cela. Mon mari a dit qu'il s'inquiétait des problèmes génétiques. Il a dit qu'il ne savait pas ce que cela signifierait d'élever un enfant né d'une telle situation. J'ai dit que j'essayais de séparer mes sentiments sur la situation de Chloé de mes sentiments sur le bébé, mais je ne pouvais pas savoir comment faire. Kylie a noté des choses dans son carnet. Elle a dit que toutes ses préoccupations étaient valides. Elle a dit qu'on devait prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Mon mari a demandé quelles étaient nos options. Kylie a dit qu'au niveau légal, on pouvait encore se retirer puisque l'adoption n'était pas finalisée. Elle a dit que l'agence soutiendrait quoi que l'on décidait. Entendre qu'on pouvait se retirer a rendu cela réel d'une manière qu'on ne l'avait pas ressenti auparavant. On pouvait simplement s'éloigner de tout ça. On a de nouveau conduit séparément. Ce soir-là, mon mari a commencé à parler de se retirer et je me suis sentie en colère. Il a dit que j'étais trop émotive et que je ne pensais pas au côté pratique. Je lui ai répliqué qu'il était froid. Je lui ai dit qu'il agissait comme si le bébé était brisé et qu'on pouvait juste le retourner. Il a haussé la voix et a dit que ce n'était pas juste. J'ai élevé la mienne et j'ai dit que rien de tout ça n'était juste. Nous avons dit des choses que nous n'avions jamais dites l'un à l'autre auparavant. Des choses méchantes, des choses que nous ne pouvions pas reprendre. Il a pris son oreiller et est allé dans la chambre d'amis. J'ai entendu la porte se fermer. Nous n'avions jamais passé une nuit séparée durant tout notre mariage. Je suis restée allongée dans notre lit, seule, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir. Le lendemain, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine. J'ai tapé dans la barre de recherche des risques génétiques pour les enfants nés de frères et sœurs. Des pages et des pages de résultats sont apparus. J'ai cliqué sur des sites médicaux et j'ai lu des études et des statistiques. Certains chiffres étaient vraiment effrayants. Des risques plus élevés pour certaines maladies et conditions, mais d'autres articles disaient que la plupart des bébés nés de cette manière allaient en fait bien. Les données allaient dans les deux sens. J'ai continué à lire pendant des heures, essayant de trouver quelque chose qui me dirait quoi faire. Mais chaque article compliquait encore plus les choses. Rien n'était clair ou simple. Je voulais que quelqu'un me dise juste la bonne réponse, mais il n'y en avait pas. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi. Un texto de Léa. On peut parler? J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Je suis restée là, à fixer le message. Mes pouces se déplaçaient sur le clavier, mais je ne savais pas quoi dire. Je suis restée assise pendant 10 à 8 minutes, juste à regarder ces mots sur mon écran. Mon mari est entré dans la cuisine et a demandé si c'était elle. J'ai hoché la tête. Il a dit que je ne devrais pas répondre tant que nous ne savions pas ce que nous faisions. J'ai posé mon téléphone face contre table, mais je pensais toujours à Léa qui attendait une réponse qui n'arrivait pas. Je me demandais si nous allions prendre son bébé ou la laisser avec rien. Mon téléphone a sonné le lendemain matin alors que j'étais toujours assise à cette table de cuisine. Le nom de Kylie est apparu sur l'écran. J'ai répondu et elle a demandé si nous pouvions revenir à l'agence. Elle a dit qu'elle avait parlé à Neil et qu'ils avaient des informations sur nos options et ce que cela signifiait légalement. Sa voix était prudente et professionnelle, mais je pouvais entendre autre chose en dessous. Elle a suggéré que nous devrions être parlé à un thérapeute qui travaille avec des situations d'adoption. J'ai dit oui à tout parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise quoi faire. Nous avons fixé les 2 rendez-vous pour les 2 jours suivants. Après avoir raccroché, je suis juste restée là, tenant mon téléphone. Mon mari est entré et a demandé ce que Kylie avait dit. Je lui ai parlé des rendez-vous et il a hoché la tête en se servant plus de café. Aucun de nous ne savait quoi dire d'autre. Le reste de cette journée s'est écoulé au ralenti. Je ne cessais de prendre mon téléphone et de le reposer. Je voulais parler à quelqu'un, mais je ne pouvais dire à personne ce qui se passait. Dans l'après-midi, je n'en pouvais plus. J'ai envoyé un texto à Piper pour lui demander si elle pouvait me rencontrer pour un café. Elle a répondu immédiatement en demandant si tout allait bien. J'ai dit que j'avais besoin de parler. Elle m'a dit de la retrouver à l'endroit près de son appartement dans 1 heure. Je suis arrivée en premier et je me suis installée dans un coin, loin des autres personnes. Piper est entrée, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est assise rapidement. Elle a demandé ce qui s'était passé et je lui ai fait promettre de ne le dire à personne. Elle a promis. Je lui ai tout raconté en commençant par le banc du parc avec Lo. J'ai vu l'expression de Piper changer, passant de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse longtemps. Elle m'a demandé ce que mon instinct me disait. J'ai presque ri. J'ai dit que mon instinct criait 10 choses différentes et que je ne savais pas laquelle écouter. Piper a remué son café et m'a regardée. Elle a demandé si j'étais plus bouleversée par le fait qu'ils soient frères et sœurs ou par ce que cela pourrait signifier pour la santé du bébé. Je me suis rendu compte que j'évitais exactement cette question. Les 2 choses me dérangeaient et je ne savais pas laquelle devrait me déranger le plus. Piper a dit que beaucoup de bébés naissent dans des situations étranges. Elle a dit que peut-être la véritable question était de savoir si je pouvais aimer ce bébé en particulier, peu importe comment il avait été conçu. Je n'avais pas de réponse à ça. Elle a tendu la main à travers la table et a serré ma main. Elle a dit que peu importe ce que je décidais, elle me soutiendrait. Je suis sortie du café en me sentant tout aussi confuse, mais au moins pas si seule maintenant. Cette nuit-là, mon mari et moi avons reparlé, mais cette fois de manière plus calme. Il était assis sur le canapé et je m'étais installée dans la chaise en face
face de lui. Il a dit qu'il avait peur que si nous prenions le bébé, nous penserions toujours à d'où il venait quand nous le regarderions. J'ai admis que je m'inquiétais de la même chose, mais j'ai aussi dit que j'avais peur de laisser Chloé et le bébé quand ils avaient besoin de nous. Il a demandé comment nous étions censés prendre une décision aussi importante. J'ai dit que je ne savais pas. Nous avons convenu que nous avions besoin d'aide de quelqu'un qui connaissait ce genre de choses. Il a dit qu'il irait à la réunion avec le thérapeute avec moi. C'était la première fois que nous étions vraiment d'accord sur quelque chose depuis le parc. Le lendemain, nous avons conduit jusqu'au bureau d'Addison. Elle avait une voix calme et ne semblait pas choquée quand nous avons tout expliqué. Elle a écouté toute l'histoire sans interrompre. Puis elle nous a demandé de faire un exercice. Elle nous a donné chacun une feuille de papier et un stylo. Elle nous a dit d'écrire ce que nous pensions que l'adoption serait au départ par rapport à ce que cela s'était réellement révélé être. Je suis restée là, à fixer cette feuille blanche pendant longtemps. J'avais imaginé une jeune mère reconnaissante, un bébé en bonne santé et un processus simple. J'avais imaginé me sentir purement heureuse. La réalité était si éloignée de cela que je ne pouvais presque pas l'écrire. Quand nous avons partagé ce que nous avions écrit, la liste de mon mari était courte et pratique. La mienne couvrait toute la page et parlait principalement de sentiments. Addison a hoché la tête comme si cela lui disait quelque chose d'important. Ensuite, elle nous a demandé d'imaginer deux futurs différents. Un où nous adopterions le bébé et un où nous ne le ferions pas. Elle voulait que nous décrivions à quoi ressembleraient nos vies dans 5 ans dans chaque situation. Mon mari a écrit sur la logistique, l'argent et comment nous gérerions les problèmes médicaux. J'ai écrit sur les relations et si nous regretterions notre choix et comment nous nous sentirions vie à vie de nous-mêmes. Quand Addison les a lus, elle a dit qu'il était clair que nous venions de lieux totalement différents. Elle a dit que ce n'était pas une mauvaise chose, mais que cela signifiait que nous devions vraiment nous écouter. La séance s'est terminée et nous avons fixé une autre pour la semaine suivante. Je me suis sentie épuisée, comme si j'avais couru une course. Dans le parking, mon téléphone a vibré. Un texto de Léa. Elle a dit qu'elle comprendrait si nous avions besoin d'espace. Mais pourrais-je s'il vous plaît juste lui faire savoir que nous allions bien? J'ai regardé le message pendant longtemps. Mon mari était déjà dans la voiture, attendant. J'ai tapé que nous étions en train de tout traiter et que nous serions en contact bientôt. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir tout gâché. Je suis montée dans la voiture et mes yeux ont commencé à brûler. Au moment où nous avons quitté le parking, je pleurais si fort que je ne pouvais plus voir. Mon mari nous a conduits à la maison en silence pendant que je sanglotais sur le siège passager. 2 jours plus tard, nous sommes retournés à l'agence. Cette fois, Neil était là avec Kylie. Ils étaient assis en face de nous à la même table de conférence où nous avions rencontré Léa pour la première fois. Neil a expliqué qu'au niveau légal, nous pouvions nous retirer à tout moment avant que l'adoption ne soit finalisée. Il a dit que l'agence soutiendrait tout ce que nous choisirions, mais qu'ils avaient besoin de le savoir bientôt. Il a utilisé l'expression « arrangement alternatif » et ça m'a donné la nausée. C'était mon fils dont il parlait comme s'il s'agissait d'un colis qui devait être livré. Kylie a ajouté que Léa avait appelé plusieurs fois chaque jour pour demander si nous avions pris une décision. Elle a dit que Léa avait vraiment du mal et avait besoin de savoir d'une manière ou d'une autre. La mâchoire de mon mari s'est tendue. Il a dit que Léa avait mis tout cela dans le pétrin en mentant depuis le début. Je comprenais pourquoi il était en colère, mais je savais aussi que Léa avait eu peur de cette réaction exacte. Kylie et Neil ont échangé un regard. Neil a sorti une carte de visite et l'a glissée à travers la table. Il a dit que nous devrions être parlé à un conseiller génétique pour comprendre les réels risques médicaux au lieu de simplement nous inquiéter. Il a dit que cette personne travaillait à l'hôpital et se spécialisait dans les grossesses à haut risque et les questions génétiques. J'ai pris la carte et fixé le nom imprimé dessus. Neil a dit que la connaissance pourrait nous aider à faire un choix plus clair. J'ai appelé et pris un rendez-vous pour le lendemain. Je cherchais toujours un fait concret qui rendrait cette décision évidente. Quelque chose qui me dirait la bonne réponse. Mais je commençais à penser qu'il n'existait pas de telle chose. Le cabinet du conseiller génétique était dans un bâtiment médical attenant à l'hôpital. Nous étions assis en face d'elle à un petit bureau couvert de brochures sur les tests génétiques et les conditions héréditaires. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, être dans la trentaine, avec des cheveux blonds courts et une voix calme. Elle nous a demandé d'expliquer la situation, et j'ai balbutié pendant que mon mari restait rigide à mes côtés. Elle a écouté sans aucune réaction visible, puis a sorti un graphique montrant comment les traits génétiques passent des parents aux enfants. Elle a expliqué que les frères et sœurs partagent environ 50% de leur ADN, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles de porter les mêmes gènes nuisibles. Si les 2 parents portent un gène récessif pour un trouble, leur enfant a 25% de chances d'hériter des 2 copies et de développer la condition. Mais elle a dit que le mot-clé était « si ». Sans tester Léa et son frère, nous ne pouvions pas savoir quel gène spécifique ils portaient ou quel était le risque réel pour ce bébé en particulier. Elle nous a montré des statistiques sur un écran. Les enfants nés de relations entre frères et sœurs ont environ le double du risque de base pour certains troubles génétiques. Cela semble effrayant jusqu'à ce que l'on réalise que le risque de base est déjà assez bas pour la plupart des conditions. Elle a parlé de choses comme la fibrose kystique, la drépanocytose et divers troubles métaboliques. Mon mari prenait des notes sur son téléphone. Je restais là, essayant de traiter des chiffres qui semblaient à la fois énormes et petits en même temps. La conseillère a dit que l'incertitude était souvent plus difficile pour les parents que de savoir qu'il y aurait définitivement des problèmes. Au moins, avec une certitude, on pouvait se préparer. Avec l'incertitude, il fallait juste attendre et voir. Mon mari a demandé si le bébé serait testé après la naissance. La conseillère a expliqué que le dépistage néonatal standard détecte certaines conditions, mais pas tout. Elle a affiché une liste de ce que l'État teste automatiquement. Elle était plus longue que je ne l'avais prévu, mais restait juste une fraction des problèmes génétiques possibles. Elle a dit que de nombreuses conditions ne se manifestaient pas avant plus tard dans l'enfance ou même à l'âge adulte. Certains retards de développement pourraient ne pas être évidents avant qu'un enfant ne commence l'école. Certains problèmes de santé pourraient ne pas apparaître avant l'adolescence ou au-delà. Je me suis rendu compte que nous pourrions adopter ce bébé et passer des années à attendre que des problèmes se manifestent. Chaque fois qu'il tomberait malade ou semblerait plus lent à atteindre un jalon, nous nous demanderions si cela était lié à sa conception. La conseillère a dû voir quelque chose sur mon visage, car elle a dit que de nombreux enfants nés de relations consanguines étaient complètement
sain. Elle a utilisé ce mot, consanguin, comme si cela rendait la situation plus clinique et moins dérangeante. Elle a dit que nous ne devrions pas supposer le pire, mais nous ne devrions pas ignorer non plus les risques accrus. Elle a proposé de nous mettre en contact avec un groupe de soutien pour les parents confrontés à des préoccupations génétiques. Mon mari a demandé quel pourcentage d'enfants issus de relations entre frères et sœurs avaient des problèmes graves. Elle a hésité et a dit qu'il était difficile de donner un chiffre exact, car de nombreux cas ne sont pas signalés ou étudiés. Les recherches sont limitées et souvent biaisées. Elle a estimé qu'environ 15 à 20% avaient des problèmes significatifs, mais c'était juste une estimation éclairée, ce qui signifiait que 80 à 85% étaient probablement en bonne santé. Mon mari s'est accroché à ce chiffre comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage. Sur le chemin du retour, il répétait que 80% de chance, ce n'était pas si mal. Je lui ai fait remarquer que 20% de chance, ce n'était pas bon non plus. Est-ce qu'il prendrait un avion s'il y avait 20% de chance qu'il s'écrase? Il s'est tu. Après ça, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, fixant le plafond tandis que mon mari ronflait doucement à mes côtés. Vers 3 heures du matin, je me suis enfin endormie et j'ai immédiatement commencé à rêver. Dans le rêve, je tenais un petit garçon. Il avait des cheveux noirs et des yeux foncés et il était parfait. Mais chaque fois que je détournais le regard et que je revenais à lui, son visage avait changé. Parfois, ses yeux étaient de couleurs différentes. Parfois, ses traits étaient flous, comme une photo mal mise au point. Parfois, il avait l'air tout à fait normal. Et parfois, il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je ne pouvais pas vraiment identifier. J'essayais de le voir clairement, mais il continuait à se transformer et à changer. Je me suis réveillée en pleurant, mon oreiller trempé de larmes. Mon mari était déjà réveillé, allongé sur le dos, fixant le plafond. J'ai tendu la main vers la sienne et il l'a serrée fort. Nous sommes restés ainsi longtemps dans le noir, sans parler, juste accrochés l'un à l'autre, tous les deux portant le poids de ce choix que nous devions faire. Je pouvais sentir sa main trembler légèrement, ou peut-être que c'était la mienne. L'horloge sur la table de nuit indiquait 4h30. Aucun de nous ne s'est rendormi. 3 jours avant la date prévue d'accouchement de Léa, elle a envoyé un message pour demander si nous pouvions nous rencontrer en personne. Je l'avais évité, prenant mes réponses au plus court, mais je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. J'ai proposé un café dans un endroit à mi-chemin entre notre maison et son appartement. Quand je suis entrée, elle était déjà là, assise à une table dans un coin. Son ventre rond était énorme, sous un pull gris trop grand. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux et les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle s'est levée en me voyant, maladroite et lente. Avant même que je puisse m'asseoir, elle a commencé à parler. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a expliqué qu'elle aurait dû nous le dire depuis le début, mais elle avait peur que nous la rejetions, elle et le bébé. Elle a dit qu'elle portait ce secret depuis des mois et que cela la rongeait. Elle a dit qu'elle comprendrait si nous la détestions. Je me suis assise et j'ai commandé un café que je ne voulais pas juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Elle ne cessait de s'excuser, parlant de plus en plus vite, sa voix montant en flèche. Finalement, je lui ai dit d'arrêter. J'ai dit que je ne la détestais pas, mais que j'étais confuse et effrayée et que je ne savais pas quoi faire. Elle a commencé à pleurer, essuyant ses yeux avec une serviette qui s'est immédiatement déchirée. Elle a dit qu'elle devait expliquer comment cela s'était passé. Elle a dit que ce n'était pas ce que je pensais probablement. Léa m'a dit qu'elle et Lucas avaient tous les deux été placés en foyer quand ils étaient enfants. Ils avaient été séparés quand ils étaient très petits et adoptés par des familles différentes dans des états différents. Elle ne se souvenait même pas d'avoir un frère avant ses 18 ans quand elle a décidé de rechercher sa famille biologique. Elle a retrouvé Lucas grâce à un site de registre de frères et sœurs. Ils ont commencé à échanger des emails, puis à se parler au téléphone. Ils se sont rencontrés en personne quand elle avait 19 ans et lui 21. Elle a dit qu'on aurait dit qu'elle avait trouvé la seule autre personne au monde qui la comprenait. Ils avaient tous les deux eu des enfances difficiles en foyer. Ils s'étaient tous les deux sentis seuls toute leur vie. Quand ils se sont rencontrés, il y avait cette connexion instantanée. Elle a dit qu'ils avaient essayé de maintenir cela comme une simple relation entre frères et sœurs, mais des sentiments se sont développés que ni l'un ni l'autre n'attendaient ni ne voulaient. Ils ont lutté pendant des mois. Ils savaient que c'était mal, mais finalement, ils ne pouvaient plus s'en empêcher. Elle a dit que ce qu'ils avaient, c'était un véritable amour, pas quelque chose de malade ou tordu. Elle a dit que les gens pourraient ne pas comprendre, mais qu'ils se comprenaient l'un l'autre. Je suis restée là à écouter, essayant de comprendre comment je me sentais. Une partie de moi voulait lui dire que l'amour ne rendait pas quelque chose acceptable, mais une autre partie de moi pouvait voir la douleur sur son visage et savait qu'elle n'était pas un monstre. C'était juste une personne qui avait fait des choix compliqués dans une situation compliquée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé de nous le dire maintenant, 5 jours avant la date d'accouchement, au lieu de simplement garder le secret pour toujours. Elle aurait pu nous laisser adopter le bébé et nous n'aurions jamais su. Elle a baissé les yeux sur sa tasse de café et a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle a dit qu'elle avait pensé à mentir, qu'elle s'était presque convaincue que ce serait mieux pour tout le monde. Mais elle continuait à imaginer que nous découvririons cela d'une manière ou d'une autre des années plus tard et que nous nous sentirions trahis. Elle a dit qu'elle avait besoin que nous fassions un choix éclairé, même si cela signifiait nous perdre. Elle a dit que son bébé méritait des parents qui abordaient cela avec les yeux ouverts. Je me suis sentie en colère et triste en même temps. En colère parce qu'elle avait attendu si longtemps pour nous le dire. Triste parce que je voyais qu'elle essayait de faire ce qu'il fallait, même si cela la détruisait. Je lui ai demandé pourquoi elle ne nous l'avait pas dit au début, quand nous nous étions rencontrés pour la première fois. Elle a dit qu'elle avait peur. Elle a dit qu'elle avait déjà été rejetée par 2 autres couples qui avaient découvert son histoire avec Lucas. Elle a dit que quand elle nous avait rencontrés et avait vu à quel point nous voulions un bébé, elle s'était convaincue qu'elle pouvait garder le secret juste assez longtemps pour passer par l'adoption. Puis le secret mourrait avec elle et tout le monde serait heureux. Mais à mesure que nous nous rapprochions et qu'elle a commencé à tenir à nous, le mensonge est devenu plus lourd. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas nous laisser ramener chez nous son fils sur la base de quelque chose qui n'était pas vrai. Léa m'a regardée avec des yeux rouges et enflés et m'a demandé directement si nous avions toujours l'intention d'adopter le bébé. J'ai dû lui dire honnêtement que nous ne savions pas encore. Nous essayons toujours de comprendre quoi faire. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle n'avait pas l'air surprise ou même contrariée, juste résignée. Elle a demandé si nous pourrions au moins le rencontrer après sa naissance avant de prendre une décision finale. Elle a dit qu'elle comprendrait si nous ne pouvions pas nous engager maintenant, mais elle voulait que nous le voyions et
que nous le tenions avant de décider quoi que ce soit. J'ai promis que nous serions à l'hôpital quand elle commencerait à accoucher. Les mots sont sortis de ma bouche avant que j'y pense vraiment. Je n'étais pas sûre que ce soit une promesse que je devrais faire. Et si nous rencontrions le bébé et tombions amoureux de lui, puis décidions que nous ne pouvions pas aller jusqu'au bout, cela ne serait-il pas pire pour tout le monde? Mais Léa avait l'air si soulagée quand je l'ai dit que je ne pouvais pas revenir en arrière. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Elle a répété merci encore et encore. J'ai fini mon café même s'il était devenu froid. Nous sommes restés là quelques minutes sans vraiment parler. Ensuite, elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle et se reposer. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture et je l'ai regardée s'éloigner. Je suis restée dans ma propre voiture longtemps avant de démarrer le moteur. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. C'était un message de Léa. 3 mots. Je suis en travail. Mon mari était déjà réveillé, assis sur le bord du lit en regardant son propre téléphone. Il avait reçu le même message. Nous nous sommes regardés à travers la chambre. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Nous avons tous les deux commencé à nous habiller. J'ai enfilé un jean et un pull. Il a mis les mêmes vêtements qu'il avait portés la veille, qui étaient drapés sur une chaise. Nous avons avancé dans la maison comme des robots, sans parler, sans nous regarder. Le trajet vers l'hôpital a semblé étrange et lent, comme si nous avancions dans l'eau. Chaque feu de signalisation semblait prendre une éternité. Mon mari gardait les 2 mains sur le volant, fixant droit devant lui. Je regardais les bâtiments défiler dehors par ma fenêtre. Aucun de nous n'a allumé la radio. Le silence dans la voiture était lourd et épais. Je pensais sans cesse à faire demi-tour et à rentrer chez moi. Je pensais à ce que nous allions affronter, mais nous continuions à rouler. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons demandé à la réception la chambre de Léa. La femme a cherché et nous a donné des indications pour le service de maternité. Nous avons pris l'ascenseur en silence, trouvé le bon couloir, trouvé le bon numéro de chambre. La porte était à moitié ouverte. J'entendais la voix de Léa à l'intérieur, parlant à quelqu'un. Mon mari a hésité dans l'embrasure de la porte. Je l'ai poussée et je suis entrée. Léa était dans le lit d'hôpital avec des moniteurs attachés à son ventre. Son visage était rouge et en sueur. Elle a tendu la main dès qu'elle m'a vue et je l'ai prise sans réfléchir. Son étreinte était forte, presque douloureuse. Elle respirait fort à travers une contraction. Mon mari est resté près de la porte, le dos contre le mur. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Une infirmière vérifiait les moniteurs et écrivait quelque chose sur un tableau. Elle nous a souri et a dit que Léa progressait rapidement, qu'elle devrait être prête à pousser dans l'heure. Léa a serré ma main plus fort et a émis un son bas dans sa gorge. Je me suis retrouvée automatiquement à lui frotter le dos comme je l'avais vu dans des films, même si je n'avais aucune idée si cela l'aidait. Un jeune homme est apparu dans l'embrasure de la porte derrière mon mari. J'ai su tout de suite que c'était Lucas, même si Léa ne m'avait jamais décrit. Il était grand, être 1m80, avec des cheveux noirs qui tombaient sur son front. Il avait les mêmes traits doux que Léa, les mêmes yeux foncés, le même petit nez. La ressemblance entre eux était évidente maintenant que je cherchais à le voir. Ils auraient pu être jumeaux au lieu de frères et sœurs séparés de 2 ans. Il est resté figé en nous voyant. Ses yeux se sont élargis. Léa a levé les yeux et l'a vu, et tout son visage a changé. Elle a dit son nom. Puis elle s'est tournée vers nous, et sa voix est devenue tremblante. Elle nous a présentés comme le couple dont elle lui avait parlé. Lucas est resté dans l'embrasure de la porte sans bouger. Mon mari s'est décalé pour le laisser entrer, mais Lucas est resté où il était. Il nous a regardés, puis a regardé Léa, puis est revenu sur nous. Il a dit merci d'être là. Il a dit qu'il savait que c'était compliqué. Sa voix était calme et prudente. Mon mari a émis un son qui n'était ni un accord ni un désaccord. La tension dans la pièce semblait quelque chose de physique, comme si l'air était devenu plus épais. Lucas a finalement fait un pas à l'intérieur et s'est dirigé vers l'autre côté du lit de Léa. Il a pris sa main libre. Elle l'a regardé et quelque chose est passé entre eux, ce qui m'a fait détourner le regard. L'infirmière a dit qu'elle devait vérifier les progrès de Léa et a demandé si nous voulions sortir un moment. J'ai commencé à partir, mais Léa a serré ma main. Elle m'a demandé de rester. Lucas a lâché prise et s'est reculé vers la porte. Mon mari l'a suivi dans le couloir. La porte s'est fermée derrière eux et il ne restait plus que moi, Léa et l'infirmière dans la pièce. L'infirmière a vérifié Léa et a dit qu'elle était à 8 cm et que les choses avançaient rapidement. Elle a ajusté les moniteurs sur le ventre de Léa et a écrit quelque chose sur un tableau. Léa a serré ma main fort pendant une autre contraction, tout son corps se tendant. J'ai compté à voix haute comme j'avais vu des gens le faire dans des films, ne sachant pas si ça l'aidait mais ayant besoin de faire quelque chose. Quand la contraction est passée, Léa s'est détendue contre les oreillers, respirant avec difficulté. L'infirmière est sortie pour aller chercher le médecin et nous étions juste tous les deux. Léa m'a regardé avec des larmes dans les yeux et m'a remercié de rester. J'ai essuyé son front avec un chiffon humide de la table à côté du lit. Une autre contraction a commencé et elle a serré ma main si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser. Le médecin est entré environ 10 à 8 minutes plus tard. C'était une femme d'une 50aine d'années avec des cheveux gris tirés en chignon. Elle s'est présentée et a vérifié Léa à nouveau. Elle a dit que ça prendrait probablement encore quelques heures, mais que tout avait l'air bien. Léa a demandé si les gens dans le couloir pouvaient revenir. Le médecin a dit oui, mais a averti que dès que l'accouchement commencerait, elle devrait vider la pièce, sauf pour une personne de soutien. Léa a hoché la tête. Mon mari et Lucas sont revenus et l'air est redevenu lourd de tension. Lucas s'est déplacé de l'autre côté de Léa et lui a pris la main. Mon mari est resté près de la porte comme avant. Personne ne parlait. Nous étions tous là, écoutant le bip des moniteurs et la respiration de Léa. Le temps semblait bizarre, à la fois rapide et lent en même temps. Les contractions venaient toutes les quelques minutes et chaque fois, Léa saisissait nos 2 mains et respirait à travers la douleur. Entre les contractions, elle se reposait les yeux fermés. Pendant l'un des moments de calme, elle m'a regardée et a commencé à parler d'une voix basse. Elle a dit que Lucas voulait vraiment être présent pour la naissance, mais elle lui avait dit que cela pourrait être trop difficile à gérer pour nous. Elle a dit que c'était un bon gars qu'il aimait et aimait ce bébé même s'ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas l'élever. Je ne savais pas quoi dire à cela. Une partie de moi voulait lui dire que je comprenais, mais je ne comprenais rien de tout ça. J'ai juste essuyé à nouveau son front avec le chiffon et lui ai dit de se concentrer sur sa respiration. Une autre contraction a frappé et nous sommes revenus à la routine de compter et de serrer des mains. Le médecin est revenu vers 6 heures et a vérifié Léa à nouveau. Elle a dit qu'il était temps de commencer à pousser. Elle a regardé tout le monde dans la pièce et a dit que seule une personne pouvait rester. Lucas a
commencé à se diriger vers le lit, mais Léa a secoué la tête. Elle m'a regardée et a demandé si je resterais avec elle. Le visage de Lucas s'est affaissé, mais il a hoché la tête et s'est reculé. Mon mari a touché son épaule et ils ont tous les deux quitté la pièce. L'infirmière est entrée avec plus de matériel et le médecin s'est mis en position. Léa a poussé pendant ce qui semblait une éternité. Elle criait et pleurait et serrait ma main jusqu'à ce que je perde toute sensation dans mes doigts. Le médecin répétait qu'elle faisait du bon travail et qu'elle devait pousser plus fort. Je me tenais à côté de la tête de Léa et essayais d'être encourageant même si je me sentais complètement inutile. Tout ça était chaotique et brut, rien à voir avec les scènes d'accouchement paisibles que j'avais imaginées. Après environ 40 minutes, le médecin a dit qu'elle pouvait voir la tête du bébé. Léa a poussé 3 fois de plus et puis tout à coup, il y avait un bébé, rouge et hurlant, couvert d'une substance blanche. Le médecin l'a tenu en l'air et a dit que c'était un garçon et qu'il avait l'air parfait. Elle l'a mis sur la poitrine de Léa et Léa a commencé à pleurer plus fort qu'elle ne l'avait fait à cause de la douleur. Elle a regardé le bébé puis m'a regardé avec une expression qui a brisé quelque chose en moi. Elle a demandé si je voulais le tenir. Je suis restée figée. Je ne savais pas si je devais. Tout en moi voulait tendre la main vers lui, mais tout en moi criait aussi de fuir. L'infirmière faisait quelque chose avec le cordon ombilical. Léa continuait de me regarder, attendant une réponse. J'ai pris le bébé parce que dire non me semblait trop cruel. L'infirmière m'a aidé à le positionner dans mes bras. Il était si petit et chaud et il sentait quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Ses yeux se sont ouverts et m'ont regardé droit dans les yeux. Ils étaient d'un bleu profond et flou, mais on aurait dit qu'il me voyait quand même. Mon cœur s'est fendu d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je l'aimais et j'avais peur de lui en même temps. Je me tenais là, tenant cette petite personne, et j'avais l'impression que mon monde entier se divisait en deux futurs différents. L'infirmière l'a pris après 1 minute pour le nettoyer et faire les tests nécessaires. Elle l'a pesé et a dit 7 livres, 3 onces. Elle l'a enveloppé dans une couverture et a mis un petit chapeau sur sa tête. Ensuite, elle l'a ramené à Léa, qui l'a tenu contre sa poitrine et a pleuré. Quelqu'un a dû dire à mon mari qu'il pouvait revenir parce qu'il est apparu dans l'embrasure de la porte. Il m'a vu là et a lentement marché vers moi. Il a regardé le bébé dans les bras de Léa et tout son visage a changé. Toute la dureté des derniers jours s'est évaporée. Il a tendu la main et a touché la petite main du bébé. Les doigts du bébé se sont enroulés autour de son doigt de la manière automatique dont les nouveau-nés font. Nous nous sommes regardés au-dessus de ce bébé et j'ai pu voir que nous pensions tous les deux à la même chose impossible. Comment pouvons-nous nous éloigner de ça? Comment pouvons-nous laisser ce bébé derrière après l'avoir tenu, avoir senti sa prise et vu ses yeux? Lucas est entré derrière mon mari et s'est arrêté au pied du lit. Il fixait le bébé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Léa a levé les yeux vers lui et lui a tendu le bébé. Elle a demandé à l'infirmière si c'était d'accord et l'infirmière a hoché la tête. Lucas a pris son fils et l'a tenu comme si le bébé pouvait se briser. Il l'a rapproché de son visage et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis il a embrassé le front du bébé à travers le petit chapeau. Le voir si tendre tout en sachant qu'il était à la fois l'oncle et le père du bébé m'a rendu malade. Tout ça ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Lucas a rendu le bébé à Léa après 1 minute et s'est éloigné. Mon mari et moi sommes restés là, ne sachant pas quoi faire ou dire. L'infirmière a commencé à nettoyer et le médecin est parti pour vérifier d'autres patients. Le temps continuait d'avancer même si je voulais qu'il s'arrête. Une femme en vêtements professionnels est entrée quelques heures plus tard et s'est présentée comme Julia Lozano, la travailleuse sociale médicale. Elle a demandé si elle pouvait me parler en privé. Nous sommes sortis dans le couloir et elle m'a conduit à un petit bureau au bout du hall. Elle a fermé la porte et m'a demandé comment je me sentais par rapport à tout ça. J'ai complètement craqué. Je lui ai dit que je ne savais pas si je pouvais faire ça. Elle m'a tendu des mouchoirs et a dit que c'était un sentiment tout à fait valide. Elle a expliqué que l'hôpital avait besoin de connaître nos intentions dans les 24 heures pour pouvoir préparer la sortie du bébé. Elle a dit qu'il y avait d'autres familles qui attendaient si nous décidions de ne pas aller de l'avant. La façon dont elle l'a dit si calmement a rendu tout cela plus réel et plus terrible. Je lui ai dit que je devais parler à mon mari. Elle a dit bien sûr et m'a donné sa carte avec son numéro de téléphone. Je suis retournée dans la chambre de Léa, mais c'était trop bondé alors j'ai envoyé un message à mon mari pour qu'il me rejoigne à la cafétéria. Nous nous sommes assis à une table dans un coin à 2 heures du matin, buvant du café qui avait le goût de terre. La cafétéria était presque vide, sauf pour quelques personnes fatiguées en blouse. Mon mari a dit qu'il pensait que nous devrions nous éloigner parce que la situation était trop complexe et que les risques étaient trop inconnus. J'ai dit que je pensais que nous devrions aller de l'avant parce que le bébé méritait une famille et que nous avions promis d'être cette famille. Nous avons discuté comme ça pendant plus d'1 heure. Chaque fois que l'un de nous avançait un argument, l'autre avait une contre-argumentation. Nous étions coincés. Puis il m'a posé une question qui a rendu tout cela plus difficile. Il m'a demandé si je pouvais vraiment m'imaginer expliquer à notre fils un jour que ses parents biologiques étaient des frères et sœurs qui s'aimaient. J'ai essayé d'imaginer cette conversation et j'ai senti ma certitude commencer à se fissurer. Il m'a demandé si j'étais prête pour le jugement que nous devrions affronter si les gens découvraient. Je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout pensé aux implications sociales. J'étais tellement concentrée sur le bébé et Léa et la génétique que je n'avais pas considéré ce que cela signifierait de vivre avec ce secret. Ce que cela signifierait de mentir à la famille et aux amis sur l'origine de notre fils. Ce que cela signifierait si la vérité venait à être révélée. Mon mari a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Il a dit qu'il savait que c'était la décision la plus difficile que nous aurions jamais à prendre. Il a dit que quoi que nous décidions, nous devions le faire ensemble. J'ai regardé son visage fatigué et j'ai ressenti le poids de tout cela nous écraser. Nous sommes restés là dans cette cafétéria vide, tandis qu'à l'étage, un bébé dormait dans un berceau d'hôpital, sans savoir que son avenir entier dépendait de ce que 2 personnes épuisées décidaient dans les prochaines heures. Je suis remontée à l'étage vers la chambre de Léa parce que j'avais besoin de voir le bébé à nouveau avant de prendre une décision. Le couloir était silencieux, à part le bip des machines et les voix chuchotées derrière des portes fermées. J'ai poussé la porte de Léa et l'ai trouvée assise dans son lit avec le bébé à son sein, l'allaitant pendant que Lucas était assis sur la chaise à côté d'elle. Ils avaient l'air d'une vraie famille à ce moment-là. Lucas avait sa main sur l'épaule de Léa et ils regardaient tous deux le bébé avec des expressions d'amour pur mêlées de tristesse. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, me sentant comme un
intrus observant quelque chose de privé et de sacré. Léa a levé les yeux et m'a vu là. Elle a demandé si nous avions déjà décidé, et sa voix était à peine un murmure. J'ai secoué la tête et lui ai dit que nous essayons toujours de tout comprendre. Lucas m'a regardé avec des yeux rouges comme s'il avait pleuré, et j'ai réalisé combien de douleur ils ressentaient tous les deux. Le bébé faisait de petits sons pendant qu'il tétait, et Léa ajustait la couverture autour de lui avec des mains délicates. Je me suis assis dans l'autre chaise, et nous sommes tous restés silencieux pendant quelques minutes à simplement regarder le bébé. Puis Léa a dit quelque chose qui a figé tout mon corps. Elle m'a dit qu'elle et Lucas avaient parlé toute la nuit, et qu'ils avaient pris une décision concernant leur relation. Elle a dit qu'ils allaient arrêter de se voir de manière romantique après l'adoption. Ma bouche est tombée ouverte car je ne m'y attendais pas du tout. Lucas a hoché la tête lentement et a dit qu'il se rendait compte que leur relation compliquait tout pour tout le monde, y compris le bébé. La voix de Léa s'est brisée quand elle a dit qu'ils étaient prêts à renoncer à être ensemble pour que le bébé puisse avoir une vie normale avec nous. Elle a dit que c'était la bonne chose à faire, même si ça les tuait tous les deux. J'ai ressenti quelque chose se tordre dans ma poitrine, car le sacrifice qu'ils offraient était énorme. Ils étaient prêts à renoncer non seulement à leur fils, mais aussi l'un à l'autre. La noblesse de leur geste m'a frappé de plein fouet, mais la tragédie l'était tout autant. J'ai demandé à Léa si elle était vraiment prête à perdre à la fois son bébé et l'homme qu'elle aimait. Elle a commencé à pleurer, et les larmes coulaient sur son visage jusqu'à la couverture du bébé. Elle a dit qu'elle n'avait pas le choix, car c'était ce qui était le mieux pour lui. Lucas s'est caché le visage avec les deux mains, et ses épaules tremblaient. Quand il a levé les yeux, on voyait qu'ils étaient détruits. Il a dit qu'ils en avaient parlé pendant des heures, et que c'était le seul moyen de donner au bébé une vraie chance d'avoir une bonne vie. Il a dit qu'ils s'aimaient, mais qu'ils aimaient leur fils encore plus. Je les regardais s'effondrer, et quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé qu'ils faisaient un choix impossible, et cela m'a fait me demander si j'avais le droit de juger ce qu'ils avaient ensemble. Ils s'aimaient clairement profondément, même si la société disait que c'était mal. Le bébé a fini de téter, et Léa l'a pris contre son épaule pour le faire rôter. Elle lui a tapoté le dos doucement et lui a murmuré que tout irait bien. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis restée là, ressentant le poids de leur sacrifice peser sur nous tous. Après un moment, je leur ai dit que je devais aller retrouver mon mari et que nous leur donnerions une réponse dès que possible. Léa a hoché la tête et m'a remercié d'être revenue les voir. Je suis sortie de la pièce et j'ai marché dans le couloir, me sentant plus confuse que jamais. Le lendemain matin, un pédiatre est venu examiner le bébé pendant que nous étions tous dans la chambre de Léa. C'était une femme plus âgée avec des cheveux gris attachés en chignon, et elle manipula le bébé avec assurance. Elle l'a débouclé de ses couvertures et a vérifié tout soigneusement. Elle a regardé dans ses oreilles, ses yeux et sa bouche. Elle a écouté son cœur et ses poumons avec son stéthoscope. Elle a mesuré sa tête et a vérifié ses réflexes en tapotant ses petits genoux avec un petit marteau. Le bébé a pleuré pendant certaines parties de l'examen, mais la plupart du temps, il se contentait de regarder autour de lui avec de grands yeux. Mon mari et moi étions contre le mur, observant chaque geste du médecin. Léa était assise sur le lit, en train de se ronger l'ongle. Lucas était parti plus tôt ce matin-là, après que les infirmières lui aient dit que les heures de visite étaient terminées. Après environ 10 à 8 minutes, le pédiatre a réenveloppé le bébé et l'a remis à Léa. Elle a dit que le bébé était parfaitement sain, sans signes évidents de problèmes génétiques. Elle a expliqué que tous ses dépistages à la naissance étaient revenus normaux. Mon mari a laissé échapper un soupir qu'il retenait et a demandé si cela signifiait qu'il n'y avait aucun problème. Le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas promettre que rien ne se révélerait plus tard, car certaines conditions n'apparaissent pas avant que les enfants ne grandissent. Mais pour l'instant, tout avait l'air bien. Elle a dit que son cœur était fort, que ses poumons étaient clairs et que toutes ses parties étaient correctement formées. Mon mari s'est accroché à cette information comme à une bouée de sauvetage. Il a dit que peut-être les risques génétiques n'étaient pas aussi graves que nous le pensions. Le médecin est parti et mon mari m'a regardé avec de l'espoir dans les yeux pour la première fois depuis la confession de Léa. Je voulais me sentir soulagée, mais je ne pouvais pas chasser l'inquiétude que quelque chose pourrait encore mal tourner dans le futur. Cet après-midi-là, nous avons rencontré un avocat nommé Matthias Finch dans une petite salle de réunion à l'hôpital. C'était un grand homme dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et des lunettes à monture métallique. Il nous a serré la main et s'est assis en face de nous avec un dossier en cuir rempli de papiers. Il a dit qu'il comprenait que nous étions dans une situation compliquée et qu'il était là pour expliquer nos options légales. Mon mari a demandé si la loi nous obligeait à aller jusqu'à l'adoption. Matthias a répondu non. Nous n'avions aucune obligation légale de poursuivre et nous pouvions nous retirer à tout moment avant que l'adoption ne soit finalisée. Il a expliqué que si nous décidions d'aller de l'avant, l'adoption serait traitée exactement de la même manière que n'importe quelle autre adoption. Il a dit que la relation biologique entre Léa et Lucas n'avait pas besoin d'être divulguée sur des documents publics. Cela m'a surpris car je pensais que cela devrait faire partie du dossier officiel. Matthias a expliqué que les dossiers d'adoption se concentraient sur la mère biologique et les parents adoptifs. Et les détails concernant l'identité du père n'étaient pas requis, sauf s'il y avait des préoccupations de garde. Mon mari s'est penché en avant et a demandé ce qui se passerait si Léa ou Lucas essayaient de récupérer le bébé plus tard. Matthias a dit qu'une fois une adoption finalisée, les parents biologiques n'ont aucun droit légal pour récupérer l'enfant. Il a dit que la loi était très claire à ce sujet et qu'il y avait de fortes protections en place. Il a expliqué que Léa et Lucas devraient tous deux signer des papiers renonçant à tous les droits parentaux de manière permanente. Mon mari a posé une autre question sur ce qui se passerait si des problèmes génétiques apparaissaient plus tard à mesure que le bébé grandissait. Matthias a dit que nous aurions les mêmes droits et responsabilités que n'importe quel parent adoptif dans cette situation. Il a dit que l'agence d'adoption pourrait avoir des services de soutien disponibles, mais légalement, nous serions pleinement responsables des soins de l'enfant. Tout ce que Matthias a dit était pratique et avait du sens d'un point de vue légal. Mais rien de tout cela n'abordait le désordre émotionnel auquel nous étions confrontés. Il ne pouvait pas nous dire comment nous sentirions à l'idée d'élever un enfant né d'un inceste. Il ne pouvait pas promettre que le bébé serait en bonne santé. Il ne pouvait pas garantir que nous ne regretterions pas cette décision. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était expliquer le cadre légal, et cela semblait complètement insuffisant. Nous l'avons remercié pour son temps et avons quitté la salle de réunion avec une pile de papiers que nous étions censés lire et signer si nous décidions de poursuivre. Ce soir-là,
soir-là, nous sommes allés au bureau d'Addison pour une séance de thérapie d'urgence. Elle avait accepté de nous voir après les heures de bureau parce que nous manquions de temps pour prendre notre décision. Nous étions assis sur son canapé et elle nous a demandé ce que nos cœurs nous disaient par rapport à ce que nos têtes pensaient. Je lui ai dit que mon cœur disait que ce bébé avait besoin de nous et que nous l'aimions déjà. Mais ma tête disait que la situation était trop compliquée et que nous n'étions pas capables de la gérer. Mon mari a dit que son cœur et sa tête lui disaient tous deux qu'il fallait qu'on s'éloigne. Il a dit qu'il essayait d'imaginer élever cet enfant, mais qu'il ne pouvait pas imaginer comment cela pourrait fonctionner. Addison lui a demandé ce qu'il ne pouvait pas voir précisément. Il a dit qu'il ne pouvait pas se voir nouer un lien avec un bébé issu d'une situation aussi incorrecte. Il a dit qu'il avait peur de toujours penser à la manière dont le bébé avait été conçu chaque fois qu'il le regarderait. J'ai senti mon estomac se nouer, car j'avais la même peur. Mais l'entendre le dire à voix haute le rendait plus réel. Addison a hoché la tête et a dit que c'était une préoccupation honnête qui devait être abordée. Elle a demandé si nous avions considéré que de nombreux enfants adoptés viennent de circonstances difficiles et que les parents apprennent à séparer l'enfant de ses origines. Mon mari a dit que cela semblait différent parce que ce n'était pas juste une situation difficile. C'était quelque chose que la plupart des gens considéraient comme moralement incorrect. Addison n'a pas argumenté là-dessus. Au lieu de cela, elle nous a demandé ce que nous pensions que nous regretterions le plus dans 5 ans. Regretterions-nous d'adopter ce bébé et de faire face à des défis inconnus? Ou regretterions-nous de nous être éloignés et de toujours nous demander ce qui lui était arrivé? Mon mari a dit qu'il regretterait de se retrouver dans une situation que nous ne pouvions pas gérer. J'ai dit que je regretterais d'abandonner un bébé qui avait besoin de nous. Addison a souligné que chaque adoption impliquait des inconnus et des risques. Elle a dit que cette situation était plus extrême, mais peut être pas fondamentalement différente d'autres adoptions compliquées. Le visage de mon mari est devenu rouge, et il a dit que cela était absolument fondamentalement différent. Il a dit que la plupart des enfants adoptés ne sont pas le produit d'un inceste entre frères et sœurs. Addison est resté calme et lui a demandé s'il pensait que le bébé méritait moins d'amour à cause de la manière dont il avait été conçu. Mon mari n'a pas répondu tout de suite. Finalement, il a dit qu'il ne pensait pas que le bébé méritait moins d'amour, mais qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner cet amour en connaissant la vérité. J'ai réalisé à ce moment-là que mon mari et moi ne pourrions peut-être pas nous mettre d'accord là-dessus. Nous avions toujours pris de grandes décisions ensemble, mais celles-ci nous déchiraient dans des directions opposées. Nous sommes restés dans le bureau d'Addison pendant 1 heure de plus à tourner en rond. Elle nous a posé des questions qui nous ont fait réfléchir, mais ne nous a donné aucune réponse. Enfin, elle a dit que nous devions prendre une décision basée sur ce que nous pourrions vivre à long terme, pas sur ce qui semblait le plus facile pour le moment. Elle nous a rappelé que l'hôpital avait besoin de notre réponse d'ici demain matin. Mon mari a dit qu'il pensait que nous devrions passer la nuit séparés pour que chacun puisse réfléchir clairement sans influencer l'autre. J'ai accepté, même si l'idée d'être loin de lui pendant cela me semblait mal. Il est rentré chez lui et j'ai conduit chez Piper. Elle a ouvert la porte en pyjama et m'a tiré à l'intérieur sans poser de questions. Je me suis effondrée sur son canapé et j'ai pleuré pendant ce qui m'a semblé des heures. Elle s'est assise à côté de moi, me frottant le dos et me laissant tout déballer. Quand j'ai enfin arrêté de pleurer, elle m'a fait du thé et nous nous sommes assises dans sa cuisine pendant que je lui racontais tout ce qui s'était passé depuis la naissance du bébé. Je lui ai parlé de voir Léa et Lucas ensemble, ressemblant à une famille. Je lui ai parlé de leur décision de mettre fin à leur relation. Je lui ai parlé du pédiatre, disant que le bébé était en bonne santé. Je lui ai parlé de l'avocat lors de la séance de thérapie et de mon mari voulant s'éloigner. À Piper. Faye écoutait tout sans interrompre. Quand j'ai fini, elle m'a posé une simple question. Elle a demandé ce que je ferais si je savais avec certitude que le bébé serait en bonne santé et qu'il n'y aurait jamais de problème génétique. J'ai commencé à répondre, puis me suis arrêtée, réalisant quelque chose d'important. J'ai réalisé que ma peur n'était pas vraiment au sujet de la génétique. C'était d'avoir à expliquer la situation à notre fils un jour. C'était de lui dire que ses parents biologiques étaient frères et sœurs qui s'aimaient. C'était de voir son visage quand il apprendrait la vérité sur ses origines. Piper a hoché la tête comme si elle comprenait. Elle a dit que chaque enfant a une histoire sur ses origines et que certaines histoires sont plus difficiles que d'autres. Elle a demandé si je pensais que ce bébé méritait moins d'amour parce que son histoire était compliquée. J'ai répondu non immédiatement sans même réfléchir. Elle a souri tristement et a dit que peut-être c'était ma réponse. Pas si la situation était parfaite, facile ou normale, mais si je pouvais aimer cet enfant quoi qu'il arrive. Je suis restée là dans sa cuisine à minuit, regardant mon thé froid et ressentant quelque chose s'aligner dans ma tête. Je n'ai presque pas dormi chez Piper, me retournant sur son canapé et vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes. À 5 heures du matin, j'ai abandonné et envoyé un texto à mon mari en lui demandant de me retrouver à l'hôpital. J'avais besoin de voir le bébé une fois de plus avant de prendre notre décision finale. Je conduis à travers des rues désertes alors que le soleil commence à se lever, mes mains tremblant sur le volant. Quand j'arrive à l'hôpital, je prends l'ascenseur jusqu'au service de maternité et je passe devant le bureau des infirmières pour me rendre à la fenêtre de la nurserie. Mon mari est déjà là, les mains appuyées contre le verre, regardant notre bébé. Il ne se retourne pas quand je m'approche de lui. Le bébé dort dans un berceau en plastique transparent avec un petit bonnet bleu sur la tête. Ses minuscules mains sont repliées en poing près de son visage. La voix de mon mari est rauque quand il finit par parler. Il dit qu'il est là depuis 1 heure à essayer d'imaginer notre vie sans cet enfant et il n'y arrive pas. Il dit qu'il n'arrête pas de penser à la nurserie, à la maison et au mobile d'éléphant qu'on a accroché ensemble et aux petits vêtements pliés dans la commode. Il dit qu'il a pensé à ne jamais savoir quel serait le premier mot du bébé ni à quoi ressemble son rire. Il s'essuie les yeux avec le dos de sa main. Je prends son autre main et la serre. On reste là ensemble à regarder le bébé dormir et je sens quelque chose se poser dans ma poitrine. On va dans la chambre de Léa sans en discuter, tous les deux sachant qu'on a fait notre choix. Quand on pousse la porte, on trouve Léa déjà habillée en jeans et en pull, assise au bord du lit avec le bébé dans les bras. Lucas se tient près de la fenêtre, regardant le parking. Ils se retournent tous les deux quand on entre et le visage de Léa devient pâle. Elle tient le bébé plus près de sa poitrine, comme si elle avait peur qu'on l'emporte tout de suite. Lucas s'approche d'elle et met sa main sur son épaule. Le bébé pousse un petit bruit et Léa le regarde avec tellement d'amour et de douleur sur son visage que je dois détourner le regard. Mon mari tend la main vers la mienne et sa prise est
aussi forte que ça me fait presque mal. Je sens mon cœur battre fort dans ma poitrine. Je réalise que tout ce qu'on va dire à ce moment va changer nos vies à tous pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière après cette décision. Léa pleure avant même qu'on parle, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle berce doucement le bébé. Je prends une grande inspiration et lui dis qu'on a décidé d'aller de l'avant avec l'adoption. Je dis qu'on croit que ce bébé mérite une famille qui l'aimera quoi qu'il arrive et on veut être cette famille. Tout le corps de Léa commence à trembler de sanglots et elle se penche sur le bébé comme si elle essayait de le protéger tout en nous remerciant en même temps. Lucas se couvre le visage avec les deux mains et ses épaules tremblent. La voix de mon mari est plus stable que la mienne quand il ajoute qu'on aura besoin d'une totale honnêteté de leur part à partir de maintenant concernant les antécédents médicaux et toute information génétique qu'ils ont. Il dit qu'on doit tout savoir pour pouvoir s'occuper de notre fils correctement. Lucas baisse les mains et hoche la tête rapidement. Il dit qu'ils nous diront tout ce qu'on doit savoir, quoi que ce soit. Léa peut à peine parler à travers ses pleurs, mais elle parvient à dire merci encore et encore. Le bébé commence à s'agiter et elle le berce automatiquement tandis que des larmes tombent sur sa couverture. Je me rapproche du lit et m'assois à côté d'elle. Je lui dis qu'on veut toujours qu'elle ait des contacts avec le bébé comme on avait prévu, des photos et des nouvelles quelques fois par an et peut être des visites quand il sera plus grand. Elle me regarde avec des yeux rouges et demande si je le pense vraiment. Je hoche la tête et lui dis qu'elle fait toujours partie de tout ça. Lucas se racle la gorge et demande doucement s'il peut faire partie de ses contacts aussi. Mon mari et moi nous regardons et je le vois lutter avec la réponse. Après ce qui semble être une éternité, il dit oui. Mais il doit y avoir des règles claires à ce sujet. Il dit qu'on doit établir des limites que tout le monde pourra suivre. Lucas acquiesce immédiatement et dit qu'ils feront tout ce qu'on demande. On pleure tous maintenant, même mon mari qui pleure presque jamais. Léa demande si elle peut tenir le bébé encore quelques minutes et je lui dis de prendre tout le temps qu'il lui faut. Elle lui donne un baiser sur le front et lui murmure quelque chose que je n'entends pas. Lucas s'assoit de l'autre côté du lit et touche la main du bébé avec un doigt. Ils le regardent ensemble comme s'ils essayaient de mémoriser chaque détail. Je les regarde dire au revoir à leur fils et je sens que mon cœur se brise et se répare en même temps. L'agence d'adoption agit rapidement une fois qu'on leur donne notre décision. Kylie arrive à l'hôpital cet après-midi-là avec des papiers et explique ce qui va se passer ensuite. Il y a des formulaires à signer et des étapes légales à suivre. Mais elle dit que tout devrait être finalisé dans quelques jours. Léa signe les papiers avec des mains tremblantes, tandis que Lucas se tient derrière elle, la main sur son dos. Mon mari et moi signons nos parties et ensuite c'est fait. Le bébé est légalement à nous. 2 jours plus tard, on le ramène à la nurserie qu'on a préparée pendant des mois. Je le porte à travers la porte d'entrée, tandis que mon mari apporte le siège auto et le sac à couche. La maison semble différente avec un bébé dedans, plus silencieuse et plus pleine en même temps. Je le monte à l'étage dans sa chambre et le mets dans le lit sous le mobile d'éléphant. Il a l'air si petit là, dedans, ses bras étendus sur les côtés. Je m'assois dans le fauteuil à bascule qu'on a acheté et je le regarde simplement dormir. Mon mari entre et s'assoit sur le sol à côté de moi. On ne parle pas, on regarde juste notre fils. Les heures passent et je ne bouge pas de cette chaise. Chaque fois que le bébé fait un bruit, je me penche en avant pour vérifier comment il va. Mon mari finit par descendre préparer le dîner, mais je reste dans la nurserie. Je ne peux pas m'arrêter de le regarder et de penser à quel point on était proche de tout abandonner. Au cours des semaines suivantes, mon mari et moi avons de longues discussions sur la façon dont on va gérer les questions sur l'origine de notre fils. On est d'accord pour être honnête avec lui quand il sera assez grand pour comprendre, mais on va se concentrer sur le fait que ses parents biologiques l'ont aimé assez pour lui offrir une vie meilleure. On s'exerce à ce qu'on va dire à la famille et aux amis qui demandent des nouvelles de l'adoption. On décide de dire aux gens que les parents biologiques voulaient de l'intimité et qu'on respecte ça. Ce n'est pas vraiment un mensonge. On est aussi d'accord pour ne pas parler de Léa et Lucas avec jugement, même quand on est frustré ou effrayé. Notre fils mérite de savoir que ses parents biologiques étaient de vraies personnes qui ont pris des décisions difficiles, pas des méchants dans son histoire. Une nuit, mon mari admet qu'il est encore inquiet de ce qui va se passer quand notre fils sera assez grand pour poser des questions. Je lui dis que je suis inquiète aussi, mais qu'on trouvera une solution ensemble. 1 mois après l'adoption, Léa envoie son premier email avec des photos jointes. Je l'ouvre pendant que mon mari est au travail et mon estomac se noue en voyant les images. Léa et Lucas sont ensemble sur chaque photo, se tenant proches l'un de l'autre. Elle écrit qu'ils ont essayé de rester séparés comme ils l'avaient promis, mais qu'ils n'ont pas pu. Elle dit qu'ils sont toujours ensemble et elle espère qu'on peut comprendre. Elle promet qu'ils respecteront toutes nos limites avec le bébé, mais qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être ensemble. Je me sens en colère au début, comme s'ils nous avaient menti. Quand mon mari rentre, je lui montre l'email et il devient vraiment en colère. Il dit qu'ils ont promis de mettre fin à leur relation et qu'ils reviennent maintenant sur leurs paroles. Je fais remarquer qu'on ne leur a jamais vraiment fait promettre ça. Ils l'ont proposé eux-mêmes. Je dis que leur relation n'est pas vraiment notre affaire, tant qu'ils respectent nos règles concernant notre fils. Mon mari argue un moment, mais finit par admettre que j'ai raison. On répond à Léa en disant qu'on apprécie son honnêteté et qu'on continuera avec l'arrangement de contact qu'on a convenu. 3 mois passent vite avec un nouveau bébé à la maison. Notre fils a son premier rendez-vous chez le pédiatre qui connaît son histoire complète. Elle l'examine attentivement et pose beaucoup de questions sur son développement. Quand elle a fini, elle nous dit que tout a l'air parfait. Elle dit qu'elle continuera à surveiller son développement de près, mais qu'en ce moment, il n'y a aucune inquiétude. Mon mari et moi rentrons de ce rendez-vous sans beaucoup parler. Quand on entre, il prend notre fils et le serre contre lui. Il me dit qu'il se sent comme s'il pouvait respirer pour la première fois depuis qu'on a découvert la vérité. Je sais qu'on aura encore des moments d'inquiétude à mesure que notre fils grandira, mais pour l'instant, on peut juste être reconnaissant qu'il soit en bonne santé. Je commence à chercher en ligne des groupes de soutien pour les parents adoptifs et j'en trouve un spécifiquement pour les personnes confrontées à des situations difficiles avec leur famille biologique. Je rejoins un forum privé et lis les histoires des autres. Une femme écrit sur l'adoption de frères et sœurs nés d'un père et d'une fille. Elle parle de la façon dont elle a géré le fait de dire la vérité aux enfants quand ils étaient adolescents et comment elle a établi des limites avec le père biologique. Lire ces messages me fait me sentir moins seule. Je réalise que beaucoup de familles font face à des choses qui semblent impossibles de l'extérieur. Une autre femme a adopté un enfant dont la mère biologique était accro aux drogues et continue de rechuter. Quelqu'un d'autre a adopté leur petit
petit enfant après que leur propre fille soit allée en prison. Chaque histoire est différente, mais on essaye tous de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants tout en gérant des choses vraiment difficiles. Je commence à poster ma propre histoire et les gens répondent avec des conseils et du soutien. Ça fait du bien de parler à d'autres qui comprennent. 6 mois après avoir amené notre fils à la maison, Piper vient nous rendre visite. Elle s'assoit sur le canapé et me regarde donner le biberon. Quand il a fini de manger, je le fais rôter et il s'endort sur mon épaule. Piper dit qu'elle ne m'a jamais vue aussi heureuse. Je lui dis que malgré tout, malgré toute la peur, la confusion et les choix difficiles, être la mère de ce bébé semble plus juste que tout ce que j'ai jamais fait. Elle sourit et dit que c'est tout ce qui compte vraiment. Elle me demande si je suis toujours inquiète tout le temps de ce qui pourrait arriver. Et j'admets que oui. Mais j'apprends aussi à être présente avec lui, au lieu d'attendre toujours quelque chose de mauvais. Piper tend la main et touche la petite main du bébé. Elle dit qu'il est peu être temps d'arrêter d'attendre des problèmes et de juste profiter d'être sa maman. Je regarde mon fils qui dort paisiblement contre moi et je pense qu'elle a peu être raison. Quelques semaines plus tard, Léa envoie un texto pour demander si elle peut rencontrer notre fils en personne. Je fixe le message longtemps avant de le montrer à mon mari. On en parle pendant 3 jours, hésitant entre savoir si c'est une bonne idée. Finalement, on accepte une visite supervisée dans un parc près de chez nous un samedi matin. Je suis nerveuse pendant tout le trajet, tenant notre fils sur mes genoux pendant que mon mari conduit. Léa attend déjà sur un banc quand on arrive et Lucas se tient à quelques pas près d'un arbre. Mon mari porte notre fils et je vois le visage de Léa changer quand elle le voit. Elle commence à pleurer avant même de le tenir. Je hoche la tête pour lui dire que c'est d'accord et elle le prend avec soin, le berçant contre sa poitrine. Elle murmure quelque chose que je n'entends pas et lui donne un baiser sur le front. Lucas reste en retrait, mais je le vois s'essuyer les yeux. Après 10 minutes, Léa lui rend notre fils et nous remercie de lui avoir permis de le voir. Elle dit qu'elle avait besoin de savoir qu'il était heureux et aimé et maintenant elle peut voir qu'il l'est. On se dit au revoir et on rentre chez nous sans trop parler. Ce soir-là, mon mari est assis au bord de notre lit et me dit qu'il est content qu'on ne soit pas parti. Il avoue qu'il avait très peur au début, mais que notre fils l'a changé. Il admet qu'il n'a jamais compris que l'amour n'a pas besoin de circonstances parfaites jusqu'à maintenant. Puis il me surprend en disant qu'on devrait peu être envisagé d'adopter à nouveau un jour. Je le regarde, choquée, car je ne m'y attendais pas du tout. On parle pendant plus d'1 heure de comment on se sent plus préparé maintenant pour toutes les complications qui pourraient arriver. Les mois suivants passent vite avec un bébé à la maison. Notre fils commence à ramper, puis à se lever sur les meubles. On l'emmène au parc et on le regarde rire en voyant des chiens courir. Ma mère vient nous rendre visite et elle tombe instantanément amoureuse de lui. Tout semble normal et juste malgré la façon dont on est arrivé ici. Quand son premier anniversaire approche, on planifie une petite fête chez nous. J'invite juste des amis proches et de la famille qui connaissent toute notre histoire. Le matin de la fête, je décore le salon avec des ballons et je mets en place un gâteau à écraser sur le plateau de la chaise haute. Les gens commencent à arriver vers midi et tout le monde veut porter le petit garçon qui fête son anniversaire. La sœur de mon mari lui apporte un éléphant en peluche qu'il serre immédiatement dans ses bras. La sonnette retentit et un livreur me remet un colis. À l'intérieur, il y a un ensemble de trains en bois et une carte de Léa. Elle écrit qu'elle est reconnaissante pour toutes les photos et mises à jour qu'on envoie. Elle dit que le voir grandir heureux rend tout cela valable. Je montre la carte à mon mari et on reste tous les deux silencieux pendant 1 minute. Puis notre fils frappe sur le plateau de sa chaise haute et tout le monde rit. On met le gâteau devant lui et on allume la bougie. Mon mari et moi nous penchons ensemble et on souffle dessus pendant que notre fils applaudit et sourit. Je regarde autour de la pièce tous ces gens qui nous soutiennent et je me sens vraiment heureuse. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je berce notre fils dans le fauteuil de la chambre. Il est fatigué de toute cette excitation et ses yeux se ferment sans cesse. Je pense à quel point on a failli s'éloigner de lui parce qu'on avait peur. Chaque parent fait face à des choses qu'il ne sait pas comment gérer. Notre situation est juste plus évidente que la plupart. Il est en bonne santé, heureux et tellement aimé. Je sais qu'il pourrait y avoir des défis à venir, mais on les affrontera ensemble. La décision qu'on a prise à l'hôpital n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Je regarde son visage paisible endormi et je sais que c'était la bonne décision. C'est l'histoire du jour. Je suis vraiment reconnaissante que vous ayez été là pour écouter. J'espère que ça a rendu votre journée un peu plus lumineuse.